Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Je suis également formateur en matière de conception et surtout d'implémentation de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le cours que je m'apprête à vous présenter, en général, c'est un cours pour des personnes qui souhaitent concevoir et implémenter des architectures qui vont répondre à des besoins des grandes entreprises pour pouvoir donc répondre à des solutions complexes pour la mise en place de solutions d'intelligence artificielle au travers de ces applications que l'on appelle généralement des IA génératifs en matière d'applications sur les LLM. Alors, le cours, ou en tout cas, c'est un extrait du cours que j'ai généralement pour habitude de présenter aux personnes déjà qui ont un certain bagage scientifique. Néanmoins, on va dire plutôt un niveau mathématique de niveau terminal, très bien en tout cas, pour pouvoir aborder ce cours. Je sais, mais je vais pouvoir simplifier en tout cas cette notion pour que vous puissiez comprendre du moins l'essence de ce qui se passe derrière lorsqu'il s'agit de pouvoir mettre sur pied une application complexe dans l'utilisation et l'usage des LLM. Alors, j'ai mon ardoise numérique et je vais essayer de simplifier certains concepts le plus que possible. Alors, on est dans une situation où lorsque l'utilisateur entre un prompt sur ChatGPT en l'occurrence, sur un système de type LLM en tant qu'application, derrière, la question principale est de savoir comment notre LLM est-il capable d'aller chercher la donnée essentielle sémantique, ici en l'occurrence pour du texte, qui correspond à la question posée ou à l'instruction envoyée par l'utilisateur au travers d'une interface donnée. Donc c'est ce que l'on va appeler et ce que l'on appelle effectivement la recherche sémantique dans un premier temps. Et derrière, on va rajouter donc du contexte au sens de la question du prompt posé par l'utilisateur en question. Donc, c'est quand même l'usage du quotidien, l'usage récurrent par lequel on entre en contact, on entre en communication avec les systèmes d'intelligence artificielle dans l'IA génératif. Et aujourd'hui, que vous utilisez Gemini côté Google, Llama côté Meta, Mistral ou chez OpenAI, ChatGPT. Vous avez ce premier contact, le lien que nous avons avec l'IA génératif dans la partie production du texte et compréhension du langage naturel. C'est dans un premier temps, on envoie un prompt, ce que l'on appelle un prompt, une instruction. Et derrière, on souhaite que la machine puisse comprendre notre prompt et nous répondre effectivement avec une réponse cohérente. La vidéo que je produis là, que je suis en train de produire et qui, je l'espère, sera instructive pour vous, pour des personnes donc qui souhaitent se lancer dans l'IA avec une compétence scientifique et un bagage et vraiment une plus-value ajoutée pour les entreprises. Elle est vraiment axée sur cette question que j'ai posée précédemment, à savoir comment récupérer le prompt de l'utilisateur et aller trouver l'information ou les données qui permettent d'adresser la question de l'utilisateur. C'est vraiment, je fais exprès de repréciser la question parce que je vais bombarder là tout de suite avec les concepts qui vont vraiment être très utiles pour pouvoir comprendre en profondeur la manière dont on va chercher les informations dans la machine pour pouvoir donc répondre à l'utilisateur. Donc, vous devez comprendre, je l'ai dit précédemment, la notion en mathématiques que l'on appelle les vecteurs. Les vecteurs que vous avez vus en terminale scientifique. Je sais que plein de réformes éducatives, etc. ont eu lieu, mais toujours, je pense qu'il y a toujours cette notion qui est vue en classe de terminale, en tout cas. Bon, je l'espère pour vous que vous avez vu cette notion. Sinon, je ne pourrais pas faire sans cette vidéo. C'est la base, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, nous sommes dans le champ des espaces vectoriels. Alors, pour vous faire très terre à terre, on va dire que c'est un objet mathématique qui possède ici 3 attributs qui sont essentiels à connaître, à savoir la norme, donc la norme d'un vecteur. Parfois c'est ce que vous entendez en physique qu'on appelle l'intensité entre guillemets, mais en mathématiques on parlera plutôt de norme d'un vecteur. Et puis on parlera également de la direction ou du sens d'un vecteur. Ok, ça par exemple. Donc ça c'est un vecteur, il y a une direction, on va dire horizontale, un sens d'ici vers là. Et puis il y a cette flèche effectivement qui indique que le sens où le vecteur en fait se situe. Et puis cette notation que vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle la norme du vecteur. Alors, ça c'est essentiel à savoir. D'autre part également, ce vecteur est bien sûr un objet que l'on représente dans un espace donné. Donc, dans un espace à 2 dimensions, on va dire, si on prend les coordonnées cartésiennes comme ceci, vous avez donc 2 dimensions abscisse ordonnée et le vecteur V, il est représenté là. D'accord? Il est représenté là, pardon, excusez-moi, avec ces composantes que vous avez là. Comme ceci, les pointillés, vous voyez là, les pointillés que j'ai représentés. Grosso modo, voilà comment on repère le vecteur dans l'espace à partir donc de cette flèche qui est pointée là avec ce point. Et ici, on va considérer que nous avons un vecteur qui est représenté dans un espace vectoriel à 2 dimensions. Maintenant, si je prends un vecteur à 3 dimensions, représenté dans un espace à 3 dimensions, je peux avoir différentes situations. Comme ceci. V1, V2, V3. Là, par exemple, là. Vous voyez? Là, j'ai représenté 3 vecteurs dans un espace à 3 dimensions. X0, Y0 et Z0. D'accord? Et bien, de la même manière que précédemment, on peut également les repérer par leurs composantes, donc leurs coordonnées en l'occurrence. Donc, par exemple, ici, quand on est dans une dimension de type 2, nous avons ceci. On va dire que X0 et Y0 représentent les coordonnées du vecteur à 2 dimensions. De même, évidemment, vous avez ça en 3 dimensions. Si vous avez compris la logique, on peut étendre par extension à n dimensions le vecteur ici. D'accord? Alors, pour les besoins de l'intelligence artificielle, pour pouvoir concevoir les systèmes intelligents, on va se situer dans des espaces vectoriels de haute dimension. Donc, à partir de 3. Donc, à partir de 3, on considère que nous sommes déjà dans un espace à haute dimension. Pour vous donner un ordre d'idée, ChatGPT 2, on était dans un espace à plus de 768 dimensions. Donc, on avait quelque chose de... Alors, je suis un peu allé trop vite. On va revenir, je reviens en arrière. Je vais essayer de pouvoir prendre un fil conducteur. Donc, jusqu'ici, voici ce qu'il faut savoir sur les vecteurs. Au préalable également, il y a quelques opérations mathématiques, quelques opérations à effectuer
et manipulations effectuées sur ces vecteurs. Tels que par exemple, quand vous prenez deux vecteurs, vous pouvez les additionner. On peut faire l'addition de deux vecteurs. Ça, c'est possible. Alors, ici, on ne parlera pas de produit ou de multiplication de deux vecteurs. On parlera plutôt de produit scalaire. On rajoutera bien sûr le terme scalaire par la suite. C'est comme lorsque vous faites par exemple la multiplication entre deux nombres, 2 fois 3, etc. Mais pour les vecteurs, on parlera de produit scalaire de deux vecteurs. Et également, il y a aussi la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Là, voici les opérations les plus essentielles. Je me limite à ça que vous devrez savoir pour la manipulation des vecteurs. Alors, quand on a deux vecteurs de type... Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu rapidement pour vous montrer tout ce qui est essentiel à savoir. Comme ceci. Alors, si j'ai deux vecteurs comme ceci, représentés là, si je dois faire l'addition, je devrais additionner A0 plus B0, A1 plus B1, A2 plus B2, etc. jusqu'à AN plus BN. Et de même, si j'ai le produit scalaire à effectuer, je vais multiplier les composantes. On va prendre ici, puisque nous sommes dans un espace cartésien, des coordonnées, donc A0 fois B0 plus A1 fois B1 plus A2 fois B2, etc. jusqu'à AN fois BN. Voilà donc ce qui est essentiel à savoir sur les vecteurs. Et je terminerai par l'une des dernières opérations à effectuer. C'est ce que l'on appelle, quand on fait donc le produit scalaire de deux vecteurs ici en question. Nous avons également cette formule qui est nécessaire à connaître absolument. Ça, c'est primordial pour la suite du cours. Ça. Donc, voilà, voici la définition du produit scalaire entre deux vecteurs. C'est le produit des normes de V0 et de V1 multiplié par le cosinus que fait l'angle entre V0 et V1. Ça, c'est le produit scalaire de deux vecteurs en question. Ce qui va, retenez bien, ça c'est assez primordial. Parce que à partir de là, je précise bien, on va effectuer des opérations à partir de ce produit scalaire, notamment sur le calcul du cosinus de l'angle alpha ici en question, pour comparer nos deux vecteurs, à savoir V0 et V1. Parce que bien évidemment, si on, d'après la formule que je vous ai présentée tout à l'heure, vous avez par déduction logique le cosinus alpha qui vaut cette formule. Ce cosinus, on le sait déjà par des formules trigonométriques, c'est une valeur comprise entre -1 et 1. Donc, quelle que soit la valeur de l'angle alpha, 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, peu importe la valeur de l'angle alpha, le cosinus est une valeur comprise entre -1 et 1. Vous allez me dire maintenant à quoi tout ce que je viens de vous dire sert. Quel est le lien avec l'intelligence artificielle? Voici donc le lien avec l'intelligence artificielle. Lorsque l'utilisateur entre un prompt à travers une interface, ok, derrière, il y a un algorithme de machine learning. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà défini ce que c'est que le machine learning. Il y a un algorithme de machine learning qui a réussi à convertir dans le cadre de ce que l'on appelle un LLM, j'ai déjà précisé, un grand modèle de langage, qui est une distribution de probabilité qui mesure la vraisemblance d'une chaîne de caractères. C'est-à-dire que lorsque vous tapez une phrase donnée, un prompt, ça c'est du langage naturel
du point de vue humain. Du point de vue de la machine, par contre, en l'occurrence, c'est plutôt une distribution de probabilité qui, de manière agencée, va dire à la machine à quel point votre phrase tapée est une phrase logique, sémantique, et de quelle sémantique on parle en question. De quoi il s'agit en l'occurrence. Est-ce que vous parlez du langage animalier? Je ne sais pas, si vous dites par exemple que le chat est assis sur la table ou est assis sur le canapé. Le sens derrière, pour la machine, bien sûr, à travers donc cette déduction de probabilité, des distributions bien agencées, la machine saura que vous êtes en train de parler d'une distribution qui vaut, distribution probabilité, qui vaut un nombre donné, un chiffre en l'occurrence, et derrière ce chiffre en fait se cache ce que l'on appelle donc le terme chat ou assis ou domestique, parce qu'on est dans un cadre, quand vous dites le chat est assis sur le canapé, c'est entre guillemets lié avec l'aspect domestique à la maison. Donc derrière, il y a des relations de probabilité au thème en fait de langage naturel que la machine a réussi de par son entraînement intensif au préalable pour pouvoir donc effectuer ces relations que je viens de vous donner. Donc le prompt que l'utilisateur tape derrière, il faut avoir ça à l'esprit que c'est du point de vue de la machine, c'est une probabilité en fait associée bien sûr par le fait de l'entraînement et ainsi de suite. Un algorithme donc convertit votre prompt. En général, pour les algorithmes les plus connus, vous avez entendu parler de Word to Vect, par exemple comme ceci. Donc en anglais, un mot converti en vecteur. Ou le modèle BERT, par exemple, le modèle du transformeur bidirectionnel. Le prompt de l'utilisateur est converti en un vecteur. D'où la raison pour laquelle j'ai parlé de vecteur. Et un vecteur, on sait très bien qu'un vecteur a plusieurs composantes. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons utiliser les vecteurs de haute dimension, donc à partir de 3. Mais ici, on est encore beaucoup plus loin. ChatGPT 3, par exemple, on était à 768 dimensions. Depuis ChatGPT 4, ils n'en ont plus publié. En tout cas, je n'ai pas vu passer la documentation là-dessus. Bien évidemment, on pourrait comprendre. Parce que là, derrière, c'est une question d'enjeu, en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle OpenAI est vraiment, pour l'instant, premier dans les LLM. Parce que la capacité et la manière avec laquelle ils ont réussi à obtenir ces vecteurs de haute dimension, que l'on appelle des vecteurs d'embedding en anglais, parce que ce sont des vecteurs qui vont capturer toute la sémantique, tous les aspects sémantiques de votre prompt et l'encapsuler dans une dimension très haute pour pouvoir donc par la suite être exploité et répondre à votre question, votre prompt en l'occurrence. Donc, on continue. L'utilisateur, il envoie un prompt. Un algorithme de machine learning convertit ce prompt en un vecteur de haute dimension qui derrière capture donc toute la sémantique de votre prompt en termes de probabilité, distribution, probabilité, ok. Et qu'est-ce que l'on va faire de ça? Donc on va ici avoir un vecteur d'embedding. On va prendre ce vecteur d'embedding, aller dans une base de données vectorielle, donc une base de données où plein de vecteurs s'y trouvent, parce que ce sont les vecteurs qui ont été obtenus par l'entraînement du modèle LLM. Et donc, on va aller dans cette base database vector, en anglais. On va aller dans cette base de données vectorielle pour comparer notre vecteur d'embedding, donc qui était lié à notre prompt, au vecteur, au pluriel, se trouvant dans cette base de données vectorielle. Dans la comparaison, on va aller chercher le ou les vecteurs qui s'approchent, qui correspondent en termes de similarité au vecteur de notre prompt. Donc, voilà la comparaison qui va s'effectuer. Similarité.
Pour l'instant, j'en suis ici. On a récupéré notre prompt, il a été transformé en un vecteur de haute dimension et après il va être envoyé dans cette base de données donc qui contient tous les vecteurs d'embedding qui ont permis l'entraînement d'un modèle tel que ChatGPT. Comparer ces vecteurs ici avec notre vecteur d'embedding qui correspond à notre prompt et la similarité va nous servir de savoir lequel des vecteurs d'embedding se trouvant dans notre base de données est similaire ou s'approche le plus de notre vecteur en termes de coordonnées. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé donc de la notion du produit scalaire. Quand on fait une comparaison, on va essentiellement se baser du fait du calcul le plus souvent et la valeur la plus utilisée, c'est le cosinus alpha dont je vous ai parlé. Si vous avez ici votre vecteur d'embedding qui est V0, les vecteurs se trouvant ici, on va comparer V0 avec 1 ou les vecteurs se trouvant ici. Bien sûr, je n'entre pas dans certaines spécificités, pas comment en fait on réussit à faire les comparaisons de manière rapide parce qu'il y a des... Ici dans cette base de données vectorielle, vous avez des millions de vecteurs. Et un aspect aussi de coût de calcul est essentiel à prendre en compte lorsqu'il faudra faire le calcul. J'en parlerai de ça dans une prochaine vidéo, dans la manière d'utiliser un algorithme spécial qui nous permet d'aller plus rapidement et de ne pas faire toutes les comparaisons possibles pour pouvoir à la fin déduire le ou les vecteurs correspondants. Il y a bien en théorie des graphes une méthodologie beaucoup plus essentielle et efficace pour pouvoir aller directement trouver donc le vecteur le plus similaire à notre vecteur d'embedding de notre prompt au niveau de la base de données vectorielle en question. Bon bref, si on prend en compte cet élément, on va donc chercher un vecteur d'embedding au niveau de la base de données qui correspond à notre vecteur de prompt. Comparer l'angle, donc je vous ai dit tout à l'heure, le cosinus en question, et donc par conséquent, donc l'angle que fait ce vecteur d'embedding avec le nôtre, et le vecteur qui va faire en sorte que l'on va se rapprocher d'un cosinus égal à 1 sera donc le vecteur qui correspond à la réponse de notre prompt. Et derrière, n'oubliez pas, hein, chaque fois que je parle de vecteur, pour la machine, imaginez toujours, enfin, visualisez toujours un vecteur avec des composantes comme ceci. Voilà, les composantes, ce sont des chiffres en fait. Pour certains, c'est peut-être trop abstrait. On va dire comme ceci, c'est 0,1, moins 1, moins 3, etc. Ce ne sont que des chiffres en fait, là, comme vous voyez. Mais sauf que derrière ces chiffres en fait se cachent des relations et des mots de langage naturel. Mais pour la machine, c'est comme ça que la machine comprend nos prompts et notre langage naturel. Donc, la similarité sur le cosinus alpha de l'angle que fait notre vecteur d'embedding trouvé avec l'un des vecteurs se trouvant dans la base de données. Cela va nous donc donner une distance cosinus et cette distance cosinus celle qui va correspondre le plus à notre vecteur d'embedding est celle qui répond à une valeur beaucoup plus proche de 1. Il peut arriver que la valeur ne soit pas proche de 1 ou pas du tout. Cela vous voudrait tout simplement dire que la réponse que le modèle, le LLM en l'occurrence, va nous donner, fournir au niveau de l'interface, sera une réponse pas en adéquation avec notre prompt. Il y a en général ce qu'on appelle des phénomènes d'hallucination au niveau des LLM. Halluciner ici, ça voudrait dire que... Alors, il y a deux possibilités en général, deux causes de manière plus précise. Soit, donc, la machine n'a pas pu récupérer dans la base de données vectorielle le vecteur sémantique le plus proche de notre vecteur d'embedding, ou alors derrière, la machine a bien récupéré ce vecteur d'embedding, mais par la suite, puisque le modèle a été entraîné sur des données de large base de données de texte, si derrière les données en question n'ont pas été de très bonne qualité, évidemment qu'on n'aura pas une réponse assez cohérente. Donc,
Je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'aspects à éclaircir, mais c'était simplement pour vous donner une idée globale de l'importance de faire le lien entre la notion de vecteur, d'espace vectoriel, produit scalaire derrière, cosinus, et comment donc la machine reçue allait trouver dans son fonctionnement, dans sa manière de requêter au niveau de ses composants en interne, l'information essentielle qui répond à votre prompt et vous la restituez de manière naturelle au niveau d'une interface donnée. Voilà, j'espère que ça a été très clair. Si ce n'est pas le cas, merci en tout cas de poser vos questions en dessous des commentaires et